Bonjour à tous, soyez les bienvenus au cœur du CEFIA à Rennes à l'occasion de ce 25e anniversaire, un salon très important pour les fournisseurs de l'agroalimentaire et durant une heure avec vraiment un plateau exceptionnel. Nous allons essayer de faire un état des lieux de la profession, revenir sur l'histoire de ce salon mythique, mais aussi se projeter pour la décennie à venir. Vous allez le voir, énormément de magnifiques sociétés en notre compagnie. Merci au public et cette émission est diffusée sur vos chaînes en région Bretagne, TBO, TB Sud, Télé Nantes et TVR. Grand merci à vous Sébastien Gillet. On va démarrer avec vous car vous êtes le directeur du CEFIA, groupe GL Events. Lorsque l'on arrive à 25 ans, on se dit que forcément le rendez-vous, il est attendu. Il est espéré, il est inscrit dans le calendrier et je vous ai entendu parler d'une véritable famille de l'agroalimentaire aujourd'hui. En tout cas, bonjour à tous. En tout cas, on a la chance maintenant de faire partie de cette grande famille de l'agroalimentaire. C'est vrai que c'était un grand pari en 1997 lorsqu'on a lancé cette manifestation. On nous regardait un petit peu de haut parce qu'on se disait un salon en province, ça ne pouvait pas marcher. Tous les salons étaient à l'époque à Paris ou à Lyon. Mais quand on regarde un peu la cartographie de l'agroalimentaire, je pense qu'il fallait juste se dire que c'est une logique d'apporter un salon dans sa région de production. Et la région bretonne, Grand Ouest, on va dire, a tous les ingrédients propices pour recevoir un salon comme ça l'était en 97. 360 exposants, aujourd'hui on en a 1600. Oui, ça force le respect, forcément avec d'année en année de véritables thématiques qui sont très engageantes pour notre économie. Cette année, on parle beaucoup de l'usine bas carbone, de la fin des plastiques et puis du prix du blé, mais on aura peut-être l'occasion aussi de parler de ce constat un peu problématique. Merci à vos côtés, merci au vice-président en charge de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de l'alimentation, Arnaud Lécuyer. Merci d'être avec nous. On vous entend souvent parler du bien manger. Là, on est véritablement au cœur du réacteur. Hein. Là, c'est effectivement un outil indispensable pour le bien manger. Il y a le bien produire, il y a le bien manger, il y a aussi le bien transformer. Et je pense qu'on a la chance, en Bretagne en tout cas, d'avoir des entreprises. Ce sont plus de 1100 entreprises qui sont présentes en Bretagne sur l'industrie de l'agroalimentaire. Juste un chiffre, le chiffre d'affaires, je crois, de l'industrie agroalimentaire en Bretagne, c'est 20-22 milliards d'euros. Alors pour que chacun se représente, 20-22 milliards d'euros, c'est l'équivalent de chiffre d'affaires de Adidas. Voilà, entreprise multinationale partout dans le monde. Voilà ce que ça peut représenter. Donc ce sont aussi des emplois. Pour revenir plus près de chez nous, c'est plus de 70 000 emplois partout en Bretagne. Donc ça c'est quelque chose, c'est aussi ce qui fait sa force, c'est que c'est la filière, c'est l'organisation. Effectivement, on peut presque apparenter ça à une famille. Alors cette famille, c'est aussi une famille qui nous vient de la pointe du Finistère, Jean Hénaf SA. Merci à vous Loïc Hénaf, vous êtes le PDG du groupe et puis vous êtes aussi administrateur de l'ABEA, cette très importante association bretonne des entreprises agroalimentaires. On rappelle quand même que votre groupe a été créé en 1907 à Pouldrezic, 230 salariés, 39 millions d'euros de chiffre d'affaires. Messieurs, tous les trois, vous allez rester en filigrane de cette heure d'échange, mais j'aimerais quand même que l'on dise un mot à la fois sur l'ABEA et ce que cela peut représenter et entraîner pour notre économie. Alors l'ABEA est en train de passer un stade important puisqu'elle a atteint sa maturité, plus que sa majorité. C'est une association qui a plus de 20 ans et qui regroupe aujourd'hui l'agroalimentaire breton dans sa vaste majorité. La preuve, nous sommes tous ici membres de l'ABEA. Toutes les personnes qui sont sur ce plateau sont membres de l'association bretonne de les entreprises agroalimentaires. Et donc, ça représente à la fois une force, mais c'est surtout une force de travail, une force de concertation, une force de réflexion qui travaille sur des sujets précis, les sujets de l'actualité, les sujets de la transformation de nos entreprises, la collaboration avec certaines organisations comme la région sur le bien manger. Bref, c'est un vrai collectif au service de la région et au service des entreprises. Alors Sébastien Gillet, pendant que nous allons présenter les trois premières personnes qui vont nous parler des enjeux et des défis, eh bien dans une fenêtre, il y aura toutes ces images depuis 25 ans tournées par les équipes de TVR qui fêtera ce mois-ci, le 21 mars, ses 35 ans d'existence. Nous avons vu ce salon se créer, se développer et nous sommes très honorés en tout cas avec TBO, TB Sud et TV Nantes de pouvoir assurer cette émission avec
3 invités vraiment référents. Arnaud Degoulet, merci, vous êtes le président de la coopérative Agrial. Vous avez 61 ans, vous êtes producteur de porc, vous nous venez de la Sarthe et vous allez nous parler de ce groupe coopératif agricole et d'agroalimentaire qui force un petit peu le respect. 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, 21 200 salariés. Pardon ? 6 milliards de chiffre d'affaires, 21 200 salariés, 150 sites de transformation. Autant dire que c'est un poids lourd du secteur. Comment se porte vraiment, selon vous, cet agroalimentaire sur notre bassin du Grand Ouest ? Je dirais que le Grand Ouest est une région très dynamique pour ce qui concerne l'agriculture et l'agroalimentaire. Donc je pense que c'est indiscutable. Ceci dit, je pense qu'on arrive peut-être à un tournant de l'histoire agroalimentaire. Tout ça s'est construit sur la base d'une dynamique agricole qui a été instaurée par les lois Pisani dans les années 60. Je suis né à cette époque-là, donc ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Mais donc nos grands groupes coopératifs ont vraiment pris leur essor à ce moment-là, ont vraiment accompagné le développement agricole. Le développement de l'urbanisation, d'une consommation, d'une société plus urbaine avec une consommation alimentaire qui a évolué. Mais on voit bien que la société a beaucoup changé depuis et qu'il faut un peu réinventer l'agriculture. Et on se doit de conduire ce qu'on qualifie de transition agroécologique. Alors il s'agira toujours de produire. Et je pense que les événements actuels nous renforcent dans la nécessité de produire. Il s'agira de générer une économie performante, puissante pour nos groupes coopératifs, pour nos agriculteurs, aller chercher de la valeur, d'alimenter la population à un coût qui reste raisonnable, qui soit suffisant pour qu'on puisse vivre et que les transformateurs puissent vivre. Et puis le troisième enjeu qui prend de plus en plus d'essor, c'est tout ce qui tourne autour de la société, de l'environnement, du carbone. Et c'est des axes majeurs de travail pour nous qui se profilent pour les 20 ans qui viennent. Ça, ce sont de véritables enjeux à vos côtés. Merci à vous, Valérie Legrette. Vous êtes directrice générale du groupe Legrette. Création en 1985 avec Celtigel, marque fortement connue, 800 salariés, un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros. Et vraiment une volonté pour vous de représenter les métiers de la mer. C'est quelque chose qui est fondamental lorsque l'on est en région Bretagne. Oui, effectivement, nous on est très, très impliqués dans la filière pêche, puisque ça fait à peu près 25 ans. Alors déjà, Celtigel existe depuis 35 ans et fait beaucoup de produits à base de poissons, donc des gratins de poissons, mais surtout des coquilles Saint-Jacques cuisinées surgelées. Et que depuis plus de 25 ans, et c'est très atypique, on est les seuls, nous sommes mariés, véritablement mariés qu'une coopérative de pêcheurs, pour avoir créé une entreprise entre nous qui s'appelle Celtarmor, et qui décortique, nettoie et surgèle les Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc. À l'époque, c'était peu communiqué, ça intéressait peu de monde. Nous, ça nous a permis d'avoir une appro fiable, une appro stable, et puis surtout pour les pêcheurs d'avoir un pouvoir d'achat régulier, puisque les Saint-Jacques sont beaucoup achetés évidemment en octobre, novembre, décembre, au moment des fêtes. Mais quand ils continuent à pêcher, puisqu'il y a 6 mois de pêche, en janvier, février, mars, là, avant notre association, il n'y avait personne qui achetait son produit, et donc ils étaient très très mal. Nous, on les achète, on les surgèle, et on les valorise, notamment chez Celtigel. Soutenir l'emploi, c'est quelque chose de fondamental. Je pense que pour l'ensemble des personnes qui vont se succéder, soutenir l'emploi sur un territoire, il n'y a rien de mieux. Je pense que l'histoire parle pour nous, en tout cas le groupe Legrette. On a plus de 35 ans d'existence. On a une dizaine d'entreprises. Toutes nos entreprises sont en Bretagne. Je dirais que la majorité est dans les Côtes d'Armor. Et quand elles sont près de Guingamp, c'est encore mieux. Donc oui, bien sûr, on est très attachés au territoire. À vos côtés, Christian Taccard, que l'on va remercier également d'être parmi nous. Vous êtes le président du groupe Galapagos. Vous êtes également président du réseau Entreprendre Bretagne. Votre groupe a été créé en 1990. 800 salariés, 180 millions de chiffre d'affaires et une volonté innover sans cesse. Oui, puisque Galapagos est une fédération de petites entreprises avec des spécificités ou des spécialités. Donc, je dirais entre parenthèses, notre survie, c'est d'être innovant et d'être créateur de valeur. Donc, par l'image, par le packaging, mais aussi par les innovations au niveau produit. Alors, je me permets de prendre ma casquette de président du réseau Entreprendre.
pendant quelques instants, puisqu'il y a un auditoire. Le réseau Entreprendre, c'est aussi 400 membres et un accompagnement de 50 créateurs ou repreneurs d'entreprises. Et je fais appel justement aux responsables d'ETI parce que ce sont beaucoup de responsables de petites entreprises qui ont besoin de grandir. Et comme la Bretagne, je dirais, est force de caractère et puis d'entrepreneurs, donc voilà, mesdames, messieurs, si vous voulez bien rejoindre le réseau Entreprendre en accompagnant par justement nos membres et nos futurs créateurs d'entreprises, c'est très bien. Maintenant, je reviens à Galapagos. Galapagos qui a toujours su innover, toujours essayer de se projeter, d'avoir le coup d'avance. C'est comme ça que l'on remplit un peu les grands défis d'aujourd'hui et de demain. Oui, alors simplement pour revenir, moi j'ai découvert les Gavottes à Dinan en 1990 avec la reprise. Et pour vous dire, en 1990, Gavottes faisait 500 tonnes de crêpes dentelle. Aujourd'hui, sur le site de Dinan et encore un petit peu le site de l'Envalais, on en fait plus de 5000 tonnes. Donc, le but du jeu, c'est vraiment de faire connaître, je dirais, par tous les moyens possibles et par, je dirais, la diversification au niveau de la qualité du produit, d'arriver à ce stade. Et je dirais qu'il en est de même pour Traumad à Quimper et puis pour d'autres produits du groupe. Puisque l'on est avec vous trois sur les enjeux et les défis, Arnaud de Goulet, c'est quoi aujourd'hui l'enjeu majeur pour notre territoire ? Pour moi, il y a deux enjeux à relever. Il y a celui de la production agricole. Je pense que tous les patrons de l'agroalimentaire sont interrogatifs, sinon un peu inquiets du sourcing agricole à venir, et avec un accent particulier pour les productions animales. On le voit aujourd'hui, les céréales flambent encore un peu plus avec les événements, et ça fragilise considérablement les productions animales. Donc on est interrogatif et on y travaille, mais il y a un vrai challenge à relever par l'économie, mais aussi par les conditions de travail. Je pense qu'il faut qu'on assure la capacité d'investissement à nos producteurs, et j'en suis, pour pouvoir moderniser les outils, les robotiser autant qu'on puisse, pour assurer des conditions de travail, des conditions de vie tout simplement conformes. Les agriculteurs sont membres de la société, on n'est pas à côté, on est dans la société, et on aspire à vivre comme tout le monde, si je puis dire. Et je pense qu'on a ce travail à conduire pour amener des conditions de production, de travail standard quelque part. Et puis l'autre défi, c'est celui de la main-d'œuvre dans nos outils agroalimentaires, et particulièrement dans le Grand Ouest, au-delà de la Bretagne. Je pense qu'on est quasiment dans des zones en plein emploi et on sent de vraies tensions. Et on est au bord du manque de la force de travail pour assurer les marchés. Les marchés sont là, les niveaux de rémunération peuvent être là, mais on est au bord du manque de main-d'œuvre pour assurer le taux de service et tirer la pleine valeur et le plein potentiel de nos marchés. Sur cette même question, Valérie Le Graët, comment ça se passe ? On parle beaucoup de cette attractivité bretonne qui est parmi les plus importantes au sein de l'Hexagone, mais il est facile de recruter dans les Côtes d'Armor, comme dans le Finistère, en Ille-et-Vilaine, dans le Morbihan ou en Loire-Atlantique ? Oui, bien sûr, c'est facile d'embaucher. Je crois que le plus difficile, et c'est là qu'on voit si on est bon, c'est de garder effectivement les personnes. Donc, moi, je pense que, j'étais d'accord avec tout ce que vous avez dit, monsieur, et je rajouterais que peut-être que dans les 18 mois, 2 ans à venir, le plus grand défi, c'est la confiance. C'est de maintenir la confiance dans toute la filière. C'est-à-dire que, et même d'ailleurs dans nos organisations, d'ailleurs que dans nos entreprises, qu'il y ait cette confiance. C'est pas le moment de faire des coups, c'est pas le moment d'acheter n'importe comment. Et je pense que cette confiance, vous parliez de l'agroalimentaire dans le territoire breton, et nous, on le fait chez nous. Alors, on a des filières intégrées, comme dans la pêche, mais j'ai aussi des entreprises de conserverie de viande également, qui font du pâté en bocal. Le porc que j'achète depuis 35 ans, il est toujours frais, toujours de l'Ouest. Je pense que cette confiance, plus on aura des filières de proximité et de fidélité de long terme, moins ça sera compliqué. Je dis que c'est juste une condition nécessaire, mais évidemment pas suffisante en ce moment. Mais voilà, c'est la proximité et la fidélité. Christian Taccard, sur cette même question des enjeux et des défis pour l'agroalimentaire et vos filières. Alors, je crois que Valérie vient de le dire, c'est-à-dire que d'avoir de la matière première qui vienne de gérer dans un rayon limité. Donc, il faut travailler énormément ou aider, je dirais, les gens qui sont en place à pouvoir nous fournir. Je dirais que nous, on part du principe que si on le fait dans certains cas, on aimerait le faire un petit peu sur le beurre ou sur le lait, d'avoir des contrats de filière.
Donc les contrats de filière, on a un prix qui est déterminé avec, je dirais, les agriculteurs, et on a un prix tunnel, et puis, je dirais, en fonction des variations, il y a un partage de la marge ou il y a un partage du surcoût ou de la baisse. Et c'est absolument nécessaire si on veut avoir une stabilité d'une qualité, je dirais, d'une origine de la matière première, et puis d'identifier les agriculteurs aussi qui tous les jours, je dirais, nous livrent, quoi. J'aimerais revenir avec vous, Arnaud de Goulet. 6 milliards de chiffre d'affaires pour votre groupe. Ça permet d'avoir vraiment de très très belles marques, de fédérer vraiment des acteurs principaux d'un même territoire. Et c'est ça qui peut donner aussi une force et une locomotive pour l'économie. Tout à fait. Bon, la coopérative s'est construite sur la base de belles marques, et la plus belle pour nous est Fleurette en légumes 4e gamme. C'est pas la seule. On a un stand Soignon tout à côté. On est leader en fromage de chèvre. Et c'est vrai que c'est un support essentiel pour amener de la sécurité, comme vous l'avez dit, rentrer dans une relation contractualisée avec une visibilité sur la valeur ajoutée. Donc c'est bien sûr évident. Donc Fleurette est majeure pour nous. C'est 300 millions d'euros de chiffre d'affaires à marque Fleurette aujourd'hui. Soignon, c'est un peu plus de 200 millions d'euros. C'est 600 producteurs de chèvres derrière. C'est des chartes bien-être qu'on déploie avec certaines associations environnementalistes. Donc c'est une dynamique extrêmement positive et qui est bien reçu, très bien reçu par le consommateur. Donc c'est l'exemple type de ce qu'il nous faut construire. Arnaud Lécuyer, vous avez face à vous trois fleurons de notre économie. Sur ce qui vient d'être dit au regard des politiques qui sont menées au sein du Conseil régional de Bretagne. Je crois que les enjeux, ils ont été posés, et les enjeux des entreprises de l'agroalimentaire en Bretagne ou dans le Grand Ouest, ce sont aussi les enjeux du Conseil régional de Bretagne. Dans ce que j'ai pu noter, il y a l'autonomie. On voit bien qu'on est sur un sujet qui est l'autonomie, c'est-à-dire comment est-ce que nos entreprises peuvent s'approvisionner en proximité. En proximité, donc c'est-à-dire avec des producteurs, des productrices. On parle d'agriculture, on parle également de pêche, c'est-à-dire faire en sorte aussi de rapprocher ceux qui produisent de ceux qui vont transformer, faire en sorte que la matière, elle ne voyage pas. Donc ça c'est un de nos sujets. Donc on va travailler l'autonomie sur la production, ça veut dire maintenir aussi nos capacités d'élevage. Vous l'avez dit, on a des inquiétudes, c'est vrai, sur l'avenir de l'élevage, mais nous, en tant que politique, et moi avec le président Loïc Chenet-Girard, notre boulot c'est ça, c'est de maintenir un élevage durable en Bretagne, pour faire en sorte que les entreprises de l'agroalimentaire puissent arriver à valoriser, donner de la valeur à ces produits. Le second point, on ne l'a peut-être pas vu dans les enjeux, mais c'est de maintenir aussi la qualité sanitaire. On vient de traverser une crise sanitaire sans précédent. Et ce qui a fait la force de la Bretagne, c'est justement ses entreprises agroalimentaires, son agriculture, parce que nous avons continué de produire en quantité suffisante et surtout en qualité. On l'a presque oublié, mais nous, notre richesse aussi, elle est dans la qualité de nos produits. Arnaud Lécuyer, on peut dire aussi que cette filière agroalimentaire qui a un peu soutenu et sauvé l'économie en région pendant cette pandémie, en tout cas, elle a été fortement là. Hein. Elle a pris sa part. Au regard de ce que pèse aussi l'industrie agroalimentaire et l'agriculture en Bretagne, mais je dirais a presque pris plus que sa part. Parce que malgré le pays s'est quasiment arrêté, le monde s'est presque mis au ralenti. Je veux dire, parmi les quelques activités, il y a eu les services publics qui ont été maintenus, mais il y a aussi l'agriculture et l'agroalimentaire. Parce que dans vos entreprises, il n'y a pas eu beaucoup de temps d'arrêt. On vous a demandé de continuer. On n'a pas mis les vaches sur pause, on n'a pas mis les cochons sur pause, les légumes n'ont pas cessé de pousser et les poissons n'ont pas cessé d'être pêchés. Donc on a eu cette force et c'est vraiment aussi une des chances. Pourquoi aujourd'hui on parle d'une pénurie aussi dans l'emploi ? C'est parce que nous avons aujourd'hui moins de 7% de chômage en Bretagne. Sur certains bassins, je vais prendre sur le secteur de Vitré, de Lamballe, on a moins de 5%. On est quasiment au plein emploi. On est au plein emploi. Donc c'est une fierté et c'est une satisfaction pour les élus que nous représentons, que je suis. Mais c'est aussi le signe que ça va bien pour l'industrie et pour l'économie en Bretagne. Donc il y a aussi une concurrence entre les activités. Je pense au monde du tourisme, au monde du bâtiment, de la restauration, où chacun va chercher à recruter. Loïc Henaf, on a vu la force de l'impact des coopératives. Si on regarde l'ABEA, cette forte association, on s'aperçoit que chasser en meute, travailler dans la même direction, ça permet aussi d'avoir tous les leviers.
En tout cas, ça permet, comme vous le dites, d'identifier les problèmes essentiels et d'y travailler. Je prends un exemple là, qui n'aboutit pas, parce que nous sommes dans le cas d'un pays assez complexe. Tout de même, il y a un projet dans la BEA qui s'appelle Reuse, qui consiste à valoriser les eaux qui sont des eaux de traitement, on va dire, dans nos entreprises. Par exemple, les eaux d'une tour de séchage de lait qui pourraient être réutilisées, qui sont aujourd'hui qui partent en usine de traitement. Eh bien, ces eaux, on pourrait les réutiliser. Et aujourd'hui, on a un blocage administratif depuis 3 ans pour revaloriser, recycler ces eaux dans nos entreprises. Et nous y travaillons d'arrache-pied. Pour 28 adhérents membres de Produits en Bretagne, ça représente 800 piscines olympiques. Dans un pays et dans une Bretagne où la qualité de l'eau et la rareté de l'eau va devenir de plus en plus prégnante, la BEA se mobilise parce que là, il y a un sujet concret, efficace, qui va dans le sens de la préservation de l'environnement, préservation de la qualité et de la quantité de l'eau, préservation de la performance économique. Bref, on a tous intérêt à y aller. Donc ça, c'est vraiment typiquement les sujets, parmi tant d'autres, sur lesquels travaille la BEA. On va faire un dernier tour vraiment avant d'envisager une autre partie avec 3 nouveaux dirigeants d'entreprises et fleurons de notre territoire, puisqu'il s'agit d'un anniversaire, 25 ans du CEFIA. J'aimerais que tous les 3 vous puissiez nous dire, pour vous et pour les maisons que vous représentez, quel est l'impact d'un tel rendez-vous, Valérie Legrette? C'est un endroit incontournable. Si je vous dis que c'est la première fois que je viens, c'est pas bien. Hein. Non, mais je vais vous le dire comme ça quand même. Mais vous êtes présent, oui, vous êtes présent par vos salariés. Évidemment, j'en ai déjà au moins 4 ou 5 qui sont derrière moi. Donc évidemment, non mais moi, la plupart de mes collaborateurs viennent là, principalement d'ailleurs des gens d'usine, des gens qui ont besoin de machines, des gens qui ont besoin de réseaux. Moi, c'est votre invitation qui m'a fait venir aujourd'hui. Voilà. Bon, mais en tout cas, on est très très heureux de vous avoir avec nous. Christian Taccard, sur ce CEFIA qui est envié. Eh bien, on a quand même pas mal de gens qui viennent de l'extérieur, comme l'a dit M. Gillet. C'est-à-dire que ça nous fait plaisir aussi d'être un centre attractif. Maintenant, également, nos responsables techniques prennent un plaisir à venir au CEFIA, à venir découvrir un petit peu les innovations. Et puis, je dirais surtout un petit peu les innovations pour demain, quoi. Ne pas être en retard, parce que finalement, vous l'avez dit tout à l'heure, mais notre sujet à nous, c'est bien anticiper il y a 1 an, 2 ans, 3 ans en avant. Et nos investissements sont relativement importants, et sont importants en montant et dans le temps. Arnaud de Goulet, pareil, un mot sur le CEFIA où on regarde vraiment les grandes innovations de demain, cette entreprise vraiment 4.0, l'entreprise du futur. C'est là que ça se joue? Oui, alors je suis plus habitué de ces locaux pour le SPACE parce que c'est vraiment un rendez-vous incontournable pour nos coopératives et nos agriculteurs. Néanmoins, on a un stand soignant ici et c'est un stand important pour nos équipes commerciales qui, tel dit tout à l'heure, ont rencontré à peu près autour des 3 jours, vont rencontrer 150 à 200 clients, sachant que le contexte n'est pas si simple que ça pour rentrer dans les clients. Donc, en termes de contact client, de déploiement business, c'est essentiel. Et puis, je suppose que toutes nos équipes, plutôt dans l'opérationnel de nos outils industriels, sont là pour faire le tour de l'ensemble de toute la partie machinisme qui concerne nos outils industriels plus directement. Donc, c'est un salon important, je le confirme, même si moi, à titre personnel, je suis un peu moins concerné. Voilà. Sébastien Gillet, pour refermer cette première partie, satisfait évidemment d'entendre ce plébiscite? Bien sûr, satisfait et puis honoré aussi d'avoir la présence de vous 3 présents sur cette manifestation. Comme l'a dit Madame Legrette, c'est vrai qu'on a beaucoup de... C'est un salon de fonctions d'usine, c'est beaucoup de fonctions qui se déplacent dans très très peu de salons, qui a 20 ans, qui a 30 ans et encore moins aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui le coût des déplacements sur un salon, ils sont souvent beaucoup plus comptés qu'à l'époque que ça était il y a 20 ans. Donc c'est important pour tous les responsables maintenance, de production, d'achat, de qualité, aujourd'hui de se sourcer à travers un CEFIA. En effet, pour, comme vous l'avez dit M. Taccard, construire l'agroalimentaire de demain, ça se fait indirectement sur le CEFIA aujourd'hui. On va remercier Valérie Legrette, Arnaud de Goulet et Christian Taccard. On va quand même, vous restez avec nous, on va suivre quand même ce reportage tout de suite, diffusé à l'occasion des 25 ans du CEFIA, diffusé sur TBO, TB Sud, Télé Nantes et TVR. Vous allez le constater, cette entreprise Le Garec, située à Pontivy, est fidèle à ce salon du CEFIA depuis l'origine, depuis 25 ans. Vous allez tout comprendre dans ce reportage très didactique d'Aurélie Crété.
La société Le Guérec, on est basé à Pontivy, donc centre-Bretagne, là où on a nos ateliers de fabrication. Et notre métier, c'est de répondre à la clientèle sur des procédés fluides, tout ce qui touche le liquide. Donc ça veut dire qu'on va faire tout ce qui est cuve de stockage, le dosage, le transfert, le réchauffage, le refroidissement de différentes matières premières qui peuvent être de la mélasse, de l'huile, du chocolat, de l'eau. Et en fait, nous, on réalise l'essentiel de ces prestations de A à Z au sein de Le Guérec. On dessine, on fabrique et on met en place. Michel Le Guérec, lui, il a créé la société en 1979. Et il a toujours été assez visionnaire, lui, sur le développement des procédés industriels. Et il a fait partie des premiers à venir s'inscrire au salon. Et ça a démarré ici, dans le hall qui est juste à côté, le hall d'entrée. Et on était peut-être, je ne sais plus, j'ai plus ça en tête, 25, 30, 40 entreprises. Et donc on était le 5e inscrit sur la liste au premier démarrage. Et sur nos clients habituels, et ben, finalement c'est un point d'ancrage. Ils viennent régulièrement boire un café. Les affaires ne se font pas forcément sur les salons, mais au moins on a beaucoup d'échanges, d'informations sur comment va se passer et comment se passe l'année à venir. Et puis c'est ce qui fait qu'ils reviennent régulièrement, c'est parce que on est toujours à la même place et puis on échange sur les besoins à venir. La démarche de rester au CFIA, ça c'est ancré dans le cœur de Le Guérec. Tous les ans, tout le monde sait qu'on va faire le CFIA. Même avec les difficultés qu'il y a eu avec le Covid, on a toujours été là. Et je pense que oui, c'est toujours une place où il faut être parce qu'on voit très bien que les industriels y vont quand même. Alors ils y vont peut-être moins régulièrement, ils y vont peut-être plus tous les ans parce que le nombre de salons fait que les industriels viennent moins souvent et les plannings sont très chargés. Mais on sait qu'ils y viennent quand même. Et puis même nous, de notre part, généralement on vient toujours à 4 en gardant 2 personnes sur le stand. Et on a toujours 2 personnes qui font le tour du CFIA parce qu'on recherche aussi des partenaires et des nouveaux fournisseurs. Donc il y a toujours un intérêt à venir au CFIA. Et voilà, toujours l'intérêt grandissant de ce CFIA. Merci de poursuivre avec nous cette émission spéciale 25 ans. Sébastien Gillet, vous avez entendu, vraiment la fidélité est quelque chose d'important, bien évidemment, pour vous. C'est une valeur importante, c'est une valeur que beaucoup d'exposants nous ont incarnent parfaitement et aussi nous ont inculqué. Je pense que, une nouvelle fois, j'ai pu le dire à la soirée des exposants hier, qu'on est tout à fait conscient que si le CFIA en est là aujourd'hui, c'est bien sûr grâce à eux, bien sûr grâce aux visiteurs, grâce à l'industrie qui est forte, qui est toujours dans constante innovation, qui recrute aussi beaucoup. C'est pour ça qu'on a un espace Work in Agro qui est fait en partenariat avec la BEA notamment pour justement aider les jeunes à revenir un peu dans l'agroalimentaire. Mais c'est vrai que cette fidélité aujourd'hui, elle est assez rare dans le monde de l'événementiel et on en est bien sûr chaque fois flatté d'avoir quasiment 95% d'exposants d'une année à l'autre qui renouvellent. Alors ce salon est intéressant parce qu'il est positionné juste après le salon international de l'agriculture que vous avez suivi porte de Versailles à Paris. Vous en avez retiré quoi, Arnaud Lécuyer, cette année? Évidemment, il y a un contexte international compliqué, dramatique, mais on en revient de ce salon avec quand même une certaine espérance. Le salon d'agriculture était intitulé le salon des retrouvailles. Après une année 2020 écourtée, 2021 où il n'y avait pas eu d'édition, donc il y avait une forme d'enthousiasme et de plaisir de se retrouver. Mais effectivement, il ne faut pas se mentir, les discussions, elles ont tourné beaucoup autour de la crise, je dirais même là de la guerre en Ukraine, et les impacts que cela va avoir pour nos filières agricoles et agroalimentaires, parce qu'on sait que ça va tirer très 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 dur. Alors on va parler avec nos 3 nouveaux invités responsables d'entreprise et vraiment de très beaux référents en notre territoire. Merci à vous, Caroline Illier-Lebranchu. Vous êtes la directrice de cette belle entreprise, la Belle Illoise, connue. Vous portez un petit peu haute les couleurs aussi de cette Bretagne. Et j'aurais envie de dire 25 ans de CFIA, mais très bel anniversaire également pour votre maison qui fête ses 90 ans. Tout à fait. 90 ans cette année, une entreprise familiale créée par mon grand-père en 1932. Donc voilà, un beau chemin parcouru et puis on espère un beau chemin à parcourir. Alors le personnel chez vous vraiment peut évoluer en fonction aussi de la saisonnalité, hein, mais entre 350 et 650 personnes, 64 millions de chiffre d'affaires et peut-être quelque chose de très identitaire quand même votre produit pour notre région.
Ah bah oui, c'est quand même... alors, historiquement, on fabrique des conserves de poissons et même des conserves de sardines. Le temps faisant, on s'est diversifié énormément en allant vers le thon et le maquereau. Non, et plus sérieusement, plus récemment, en ouvrant nos gammes à d'autres types de produits. Mais effectivement, c'est emblématique. Hein, la sardine en Bretagne, voilà. Quiberon a été le premier port sardinier pendant des années. Ça regroupe beaucoup... Enfin voilà, ça fait partie clairement de notre histoire et de notre patrimoine. Voilà, histoire, patrimoine, l'histoire des pains de sardines. Merci en tout cas. Et puis j'en profite pour vous féliciter. Vous êtes la présidente du nouveau club ETI. Vraiment, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est très important pour la région Bretagne. Donc, alors, c'est très important, mais je voudrais apporter une petite correction. Oui, dites-moi. Le club, effectivement, va se créer officiellement le 24 mars, mais je n'en suis pas la présidente. C'est moi qui, pour l'instant, porte la voix. Mais il y aura un président ou une présidente ? Mais il y aura un président ou une présidente, mais voilà, il y a eu... voilà, juste correction. Ceci dit, c'est très important, parce que l'idée, c'est effectivement de regrouper les ETI en Bretagne, qui partagent un territoire, mais qui partagent aussi des valeurs communes et des problématiques communes. Donc c'est une association d'entreprises, c'est pas ni politique, ni syndicale, ça vient absolument pas se substituer à toutes les belles associations et organismes dont nous faisons partie, comme ABEA, Produits en Bretagne, ou Réseau Entreprendre. Voilà, tout le monde a vocation. Nous, on veut se réunir autour de problématiques spécifiques des ETI sur notre territoire. Et alors, puisque l'on parlait d'opérations familiales, à vos côtés, on est très heureux de vous accueillir. Christian Guyader, vous êtes le président du groupe Guyader Gastronomie, là aussi histoire familiale, 1930, créé aussi par le grand-père. Donc c'est quelque chose qui est important, le bien manger, défendre aussi les couleurs aussi de sa gastronomie. C'est quelque chose que vous avez dans votre ADN. Oui, c'est exact. Enfin, donc 2 ans de plus, puisque un grand-père également qui était paysan. Hein, quand on est paysan et qu'on est d'une famille de 6 enfants, on ne coupe pas la ferme en 6. Donc, et quand on est paysan, on sait tuer des cochons. Et quand on sait tuer des cochons, on sait faire de la charcuterie. Voilà comment ça a commencé. Donc en 1930, dans un petit village qui s'appelle Landré-Varzec, dans lequel on est toujours d'ailleurs. Et voilà, et l'héritage de mon grand-père, c'est d'abord des valeurs. Hein, et c'est pour ça que de temps en temps, ça m'amuse un peu ce que j'entends actuellement. On a l'impression qu'on doit tout réinventer, les circuits courts, le bien manger, enfin, comme si avant on mangeait mal, quoi. Moi, mon grand-père, il partait pas en vacances, mais il mangeait au restaurant, et des bons restaurants, et on mangeait du homard plus souvent que les autres. Voilà, donc moi, toutes ces valeurs-là, c'est essentiel. Et aujourd'hui, si on s'appelle Guyader Gastronomie, c'est parce que je crois vraiment en ces valeurs. Et la gastronomie, c'est pas uniquement les 2, 3 étoiles Michelin pour qui j'ai beaucoup d'amitié et de respect, mais c'est aussi une gastronomie simple et accessible. Et les crêpes de ma grand-mère, ça faisait tout à fait partie de la gastronomie. Et je les ai toujours pas retrouvées, d'ailleurs, les crêpes de ma grand-mère. Donc c'est encore quelque chose après lequel je cours. Et voilà, l'entreprise a grandi, là aussi, non pas par stratégie. Je me suis jamais levé un matin en me disant on fera 100 millions. On me l'aurait dit à 20 ans, j'aurais dit certainement pas. Hein, mais la vie d'entrepreneur, c'est des rencontres, hein, beaucoup de rencontres, à la fois dans l'amont, dans le monde de l'agriculture, dans le monde de l'élevage, dans le monde de la pêche, et qui nous ont appelés à grandir, à évoluer, et aujourd'hui à avoir 3, 4 métiers, ça dépend comment on compte. Alors 600 personnes dans le groupe, 2021 a été une année quand même aussi importante pour vous, car vous avez franchi cette barre, ce seuil un peu particulier des 100 millions d'euros. Donc bravo à vous. Et puis surtout, les 2 dernières années, une progression à 2 chiffres, 10%. Oui, enfin, j'ai envie de dire parce que on se connaît un petit peu quand même, et tu sais que j'essaie de faire un peu de bateau. Donc pendant quelques années, j'ai eu un peu des rêves de voyage et de navigation. Donc depuis 2 ans, malheureusement, je suis revenu un peu plus dans l'entreprise, malheureusement pour le bateau. Pour l'entreprise, peut-être heureusement, puisque effectivement, on a une belle progression depuis 2 ans. Et je ne sais pas si ce seuil veut dire quelque chose, mais ça nous permet d'avoir en tout cas de l'ambition pour demain et de continuer à développer sur le territoire, parce que l'ensemble de comme les autres, hein, l'ensemble de nos usines sont souvent des petits villages, donc on est très fiers de ça d'ailleurs, et je pense que c'est un vrai avantage de la Bretagne. Je l'ai souvent défendu
vis-à-vis des politiques, c'est qu'on garde ça, quoi, qu'on garde nos usines dans les villages. Ça vaut tous les théories sur comment, excusez-moi, enfin bref, c'est parce que nos salariés sont à côté de nos usines, voilà, que on a peut-être un tiers de nos salariés qui viennent à pied ou en vélo, quoi. Donc, et là encore, il n'y a pas besoin de grandes théories, quoi. Je crois que c'est avec des choses très pratiques comme ça qu'on fait avancer les choses. Alors on va vous entendre tous les trois, mais on va faire la présentation de Daniel Sauvager. Et ensuite, j'ai vraiment envie de vous entendre sur à la fois, bien évidemment, cette innovation indispensable, mais aussi sur les circuits de distribution. Et vous y êtes évidemment concernés tous les trois. Daniel Sauvager, vous êtes le président d'Ecomiam et président d'Act Food Bretagne. C'est une volonté d'avoir créé Ecomiam avec une véritable stratégie derrière. C'était une nécessité à l'époque. J'avais un abattoir qui travaillait à l'exportation, qui bénéficiait d'aides européennes qui étaient condamnées à terme, qui ont été supprimées malheureusement un peu plus vite que ce que je n'avais prévu. Et l'idée, c'était de trouver le moyen de créer un réseau de distribution qui permette de protéger la valeur créée par l'abattoir. Et j'ai essayé de transposer cette ambition pour l'ensemble de mes fournisseurs, et c'est ce que nous nous attachons à faire, c'est-à-dire essayer de réconcilier le consommateur avec l'écosystème dans une offre simple, épurée, co-construite avec nos fournisseurs, avec des engagements forts, puisqu'on doit être le seul distributeur en France, peut-être même plus largement, à afficher les marges que nous pratiquons sur tous les produits. Alors c'est important aussi d'avoir des relais. Vous en avez fait aussi une véritable force aussi sur ces réseaux. Alors sur les réseaux Act Food, vous évoquez. Oui. Alors ça, c'est effectivement, je suis attaché à mon implication, mon engagement d'abord à l'Adria. C'est à ce titre-là que j'ai la présidence d'Act Food. C'est parce que ça me renvoie à mon histoire personnelle dans l'industrie agroalimentaire. Ça me permet de côtoyer les chefs d'entreprise aussi dans d'autres lieux. Et je crois effectivement que tout ce qui est recherche, tout ce qui est innovation doit être au cœur du développement de nos entreprises, de notre territoire. Et que c'est aujourd'hui l'éclairage que modestement je peux apporter en tant que distributeur, un petit peu plus proche des consommateurs, peut être utile, confronté en résonance, challengé avec les soucis des entrepreneurs au quotidien. Caroline Illier-Lebranchu, comment on innove dans les produits de la mer? Alors, donc déjà, nous, ça fait partie de la culture d'entreprise depuis toujours, mais j'ai envie de dire comme beaucoup d'entreprises. Comment on innove? Déjà, pourquoi on innove? On innove pour s'adapter au départ, peut-être. Et là, je parle du temps de mon grand-père. Et c'est pour ça que je reviens aux fondamentaux de l'entreprise. À l'époque, le poisson, la sardine est plus grosse. Que faire de cette demi-sardine qu'on va jeter? Eh bien, il a inventé à ce moment-là, au tout début de l'histoire de l'entreprise, la crème de sardine au whisky. Et en fait, c'est un tartinable de poisson. Et à l'époque, ça n'existait pas. Donc, on invente quelque chose qui n'existe pas pour s'adapter, pour adapter l'entreprise. On innove aussi pour s'adapter aux clients. Et là, je rejoins, nous, on a deux métiers. On est fabricant, aujourd'hui, on est conserveur, mais on est aussi distributeur, puisqu'on distribue à 95% de nos produits en direct aux particuliers. On parlera tout à l'heure des réseaux de distribution. Et donc, on est en contact direct avec monsieur et madame tout le monde, vous, ici. Et donc, c'est vous qui nous dites quels sont vos besoins, ceux que vous connaissez et ceux que vous ne connaissez même pas encore. Et donc, nous, notre responsabilité, c'est d'innover pour vous proposer des nouveaux services, des produits. Les modes de consommation changent. On n'a plus besoin, on ne mange pas. Alors, on mange aussi comme hier, parce que je rejoins, on ne va pas réinventer la poudre en permanence, donc on garde aussi nos produits, mais on a aussi de nouveaux besoins, on a aussi de nouveaux usages, et on se doit d'innover pour ça. Mais on innove aussi pour nos salariés, pour les garder. Tout à l'heure, on en parlait. Et on innove au sein de l'entreprise, parce que innover, ce n'est pas que innover dans le produit, c'est innover dans les circuits de distribution, c'est innover dans nos manières de travailler. Et nous, par exemple, pour illustrer ce propos, depuis quelques années, on a des méthodes d'innovation différentes. On a inventé ce qu'on appelle des lagons. Donc, il y a 7 personnes qui sont constituées autour d'une problématique que l'on leur donne. Ils sont là parce qu'ils ont candidaté pour venir. Et sur un projet stratégique, mais ils sont ouvriers, ils sont vendeurs-vendeuses, ils sont contrôleurs de gestion, ils sont peut-être membres CODIR, et ils sont 7. Et ils vont consacrer 20% de leur temps pendant 3, 6 ou 9 mois sur une problématique. Et c'est comme ça qu'on peut inventer des nouvelles gammes de produits,
des nouveaux circuits de distribution ou des sujets sur la qualité de vie au travail. Et on innove enfin pour notre environnement, pour la société. On innove parce que c'est notre devoir. Et là, je dépasse le produit, je dépasse les modes de distribution, je dépasse le business. Je parle de responsabilité de l'entreprise. On innove pour agir en conscience sur notre société, dans notre environnement. Et là, je rejoins aussi la question du territoire, des salariés, mais aussi notre environnement. Christian Guyader, comment on innove et quelle est peut-être la plus belle innovation du groupe Guyader Gastronomie? La question est difficile. Alors, comment on innove? Là, par contre, je peux répondre. Mais le premier mot qui me vient quand on parle d'innovation est toujours, et Daniel l'a dit, modestie. Parce que je pense que s'il y a vraiment un domaine, il faut avoir de la modestie, c'est bien dans l'innovation. Moi, je travaille avec un Larousse gastronomique 1938. Honnêtement, il y a beaucoup de choses dedans. Et de temps en temps, ça vaut la peine de regarder un peu derrière nous. Et sinon, il y a 3 mots. C'est curiosité. Moi, si je suis par contre un assidu du salon depuis qu'il existe, c'est parce que tous ces événements, c'est intéressant et on y vient avec un certain regard et qui se cultive avec l'âge sans doute. Mais bon, le regard des jeunes est aussi très intéressant. La deuxième, donc, c'est l'empathie. Et ça, c'est pour moi extrêmement important dans l'innovation. On a la chance d'être dans une très belle région qu'est la Bretagne, où on a des producteurs de matières premières extraordinaires, où on a des pêcheurs qui ont les plus beaux poissons de la terre. Donc il faut prendre le temps d'être proche d'eux, de les écouter. Quand on discute avec un pêcheur, on découvre qu'il y a telle espèce que finalement on n'a jamais valorisée, ou que dans un poisson, on n'en prend que 60%, il en reste encore 40%. Et ça, c'est une énorme source d'innovation. Et la dernière, c'est l'intuition, parce que on n'est peut-être pas tout à fait égaux, et je pense qu'il y a des entreprises qui innovent un peu plus que d'autres, parce qu'on a comme ça des intuitions qui sont souvent aussi la force du travail. Et la dernière chose, et là en tant que patron, c'est important, c'est d'oser, et surtout de permettre à nos salariés d'oser. Et là, on se rejoint totalement. On n'innove pas tout seul dans une entreprise, c'est évident. Et je pense qu'il y a des entreprises, plus que d'autres, qui permettent à nos salariés de s'exprimer, justement, et d'avoir une contribution importante à l'innovation de l'entreprise. Et ça devient effectivement une culture d'entreprise qu'on essaie d'avoir depuis toujours. Daniel Sauvager, quels sont les grands axes de développement pour les produits de demain et quelles sont déjà les tendances des consommateurs? Dedans, je monopolise la parole longtemps. Non, mais on va faire simple. Je pense qu'on va redécouvrir la simplicité dans toutes nos organisations pour des raisons évidentes. C'est que la surconsommation nous emmène dans des impasses à bien des égards par rapport à l'environnement, par rapport à la compréhension. Et notre imaginaire collectif évolue aussi. Le rationalisme qui poussait à sophistiquer sans cesse de plus en plus cède la place à beaucoup plus d'émotions, d'émotionnel dans les attentes des consommateurs. Et je pense que simplicité, émotion vont être des leviers importants d'évolution de l'offre. N'oublions pas que nous sommes passés de statut de cueilleur, chasseur, ça fait très longtemps, vous n'en souvenez pas, moi non plus, à celui de consommateur urbain. Donc, ce qui a sauté légitimé beaucoup d'évolutions fonctionnelles des produits à consommer, facilité, rapidité, tout ce qu'on veut. Et on voit qu'aujourd'hui, la jeunesse notamment prend ses distances par rapport à ça, veut retrouver certaines valeurs vraies des produits, des goûts plus authentiques. Et je pense que, paradoxalement, ça va nourrir, toute cette simplicité va nourrir beaucoup de réflexion, beaucoup d'évolution dans l'offre produit auprès des clients. Arnaud Lécuyer, sur ce qui vient d'être dit, sur ce retour en quelque sorte un peu aux sources? On en a toujours besoin, effectivement. On parle beaucoup, y compris dans les stratégies européennes, de la fourche à la fourchette. La fourchette. Ça fait on effectivement. n'en parle pas toujours bien. Mais... On n'en parle pas toujours bien. Et moi, je dis qu'il y a aussi un outil qui fait partie des discussions de cet après-midi. Entre la fourche et la fourchette, il y a parfois aussi besoin de redonner de la valeur, de refaire de la transformation. Et je pense qu'aujourd'hui, et dans le cadre de ce CFIA, je pense qu'on est aussi là pour rappeler qu'on a besoin de ce qu'on appelle parfois vulgairement les filières longues. Mais les filières longues, ce n'est pas forcément du péjoratif. Ça permet aussi le bien manger pour tous. Alors, j'entends le bien manger pour tous. Pour moi, ce n'est pas un slogan. Le bien manger pour tous, et je vais vous faire une confidence. Moi, quand j'étais gamin, on m'avait servi des tranches de jambon qui ressemblaient plus à du caoutchouc bourré de flotte qu'à une tranche de jambon.
Eh bien, moi, je vais vous dire, quand j'ai grandi, mon engagement aussi politique, c'était ça, c'était de se faire en sorte que cette tranche de jambon-là, plus jamais elle ne soit dans les assiettes des gamins qui mangent dans nos cantines ou qui soient servis chez leurs parents. Et ça, pour moi, mon engagement politique, il est là. C'est faire en sorte que chacun puisse bien manger. Et on a cette chance-là, en Bretagne, de savoir travailler des produits de qualité. Vous l'avez dit, on les produit bien et on a la chance aussi d'avoir des outils qui transforment et qui redonnent une valeur et qui font des produits qui sont appétissants, qui sont bons en termes de nutrition et qui sont bons aussi pour la santé. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument indispensable. Donc le bien manger pour tous, c'est aussi ça et c'est notre combat. Puisque l'on parle à l'occasion de ce CEFIA, de cette place forte de l'agroalimentaire, Loïc Hénaf, je crois qu'il faut peut-être aussi rendre la force des femmes et des hommes aussi qui, au quotidien, œuvrent pour apporter eh bien, cette gastronomie, cette qualité aussi. Oui, les différents intervenants ont bien rappelé le rôle du CEFIA dans ce sens. C'est un lieu de proximité entre les fournisseurs et les entreprises. Je crois que dans toutes nos entreprises, ces jours-ci, on a pris une voiture, on est monté à 4 dedans et on a arpenté les allées. Donc c'est cette montée en compétence du capital humain que représentent les gens qui travaillent dans nos entreprises qui est importante. Et le CEFIA a un rôle essentiel dans cette montée en compétence, dans cet éveil de la curiosité, dans cette recherche d'innovation. Et effectivement, au-delà de l'événement du CEFIA, bien sûr, on a un travail indispensable pour fidéliser nos salariés dans nos entreprises, pour attirer. Peut-être qu'effectivement, l'agroalimentaire n'a pas été une filière de rêve pour tous les jeunes enfants. Et pourtant, il y a tellement de métiers dans l'entreprise, dans le groupe Jorenaf, il y a 65 métiers différents. Voilà, on a identifié 65 métiers qui nécessitent des compétences différentes, qui nécessitent des expériences différentes. Et voilà, donc c'est une qualité extraordinaire, je crois, que l'agroalimentaire peut apporter dans une vie professionnelle. Et puis cette occasion d'œuvrer dans des domaines proches, tout simplement, de la nature, du vivant, que ce soit le légume, le poisson, la viande, même l'abattage, ce sont des endroits extraordinaires. Et donc on a cette chance que ces métiers, ces valeurs de métier collent quand même un peu aux valeurs culturelles de la Bretagne qui se sont créées au fil des siècles. Et c'est un socle hyper favorable. À nous de le cultiver et de le renforcer pour l'avenir. Alors, émission spéciale à l'occasion des 25 ans du CEFIA. Nous sommes au cœur de ce salon et Sébastien Gillet, vous allez regarder attentivement ce qui va suivre. Aurélie Crété, vraiment a cheminé depuis mardi et l'ouverture de ce salon pour aller effectuer ce qu'on appelle un micro-trottoir sur ce qu'est le CEFIA, comment il est ressenti. Écoutez les réactions. Je viens tous les ans depuis une dizaine d'années. Oui, ça s'est bien développé, c'était beaucoup plus petit avant. Là, il y a vraiment de toute la profession agroalimentaire qui est ici. Oui. C'est vrai que pour une première fois sur le salon, c'est assez impressionnant de voir autant d'industriels présents. Enfin, on a quelques expériences en stage pour l'instant, mais on n'avait pas encore l'imagination que ça puisse être aussi important avec une telle diversité d'entreprises et de domaines très spécialisés. Ça fait le 12e CIFIA maintenant que j'ai la chance de participer. Ce qui est intéressant, c'est vraiment, on est sûr que tous les industriels de l'agroalimentaire savent que c'est un rendez-vous chaque année. C'est vraiment un rituel de venir là et on est sûr de voir un très grand nombre de clients. On voit des clients qui nous connaissent déjà et qui sont heureux de nous voir et qui viennent voir si on a des nouveautés. Et puis sinon, il y a également beaucoup de gens qu'on ne connaît pas, des prospects qui s'arrêtent, qui sont intéressés par le matériel en exposition et qui ont des problématiques. Et en ces cas-là, on parle de leurs problématiques de pompage, de transfert de X produits. Pour nous, être présent au CEFIA de Rennes, c'est vraiment faire connaître nos différentes entités. On est une entreprise qui est régionale et on a besoin aujourd'hui de s'ouvrir un peu plus que le secteur des Hauts-de-France pour faire connaître vraiment notre activité et tous les process qu'on est capable de pouvoir mettre en place pour les sociétés et les besoins des clients. Je suis en phase de
création d'entreprise, on lance une production agroalimentaire. Donc l'idée c'était de pouvoir voir tout ce qui se faisait à toutes les étapes de développement du produit, aussi bien sur l'emballage que sur les procédés que sur les ingrédients. Et en fait ça me permet vraiment de parfaire ma connaissance du secteur et de prendre beaucoup de contacts. Quand j'ai débuté ma carrière, on emmenait de quoi faire un devis. Maintenant, c'est pas l'objectif, c'est de prendre contact, de voir où sont les projets, les orientations. Les orientations de nos clients sont importantes sur un salon parce que ça nous détermine aussi un peu des orientations de développement, quand on parle d'innovation, etc. Ça nous permet aussi d'avoir un peu des tendances de ce qui se fait, de ce qui se recherche, un peu voilà, ça nous permet de travailler les sujets différemment aussi. On ressent une dynamique un peu de vouloir agir pour la planète. On a vu par exemple des fours qui marchaient à hydrogène. Enfin, il y a vraiment cette volonté de vouloir décarboner l'industrie agroalimentaire et c'est un défi et ils sont tous en train de répondre un peu à cette problématique. Voilà pour ces réactions glanées par Aurélie Crété. Sébastien Gillet, il y a de tous les âges. C'est un peu the place to be, le CEFIA ? C'est devenu le place to be grâce à, bien sûr, une nouvelle fois les exposants, grâce aussi, bien sûr, à tous nos visiteurs. C'est vrai qu'au niveau du CEFIA, on l'a dit tout à l'heure, sur l'emploi, c'est important. Il y a une époque, en fait, les exposants venaient vraiment dans un but de voir du visiteur et ils n'avaient pas forcément délocalisé les DRH pour recevoir une nouvelle fois les jeunes dans l'agroalimentaire. Je crois qu'on a besoin de beaucoup de pédagogie. On s'en est parlé un tout petit peu avant l'émission. Je crois que les jeunes aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir, bien sûr, des métiers qui sont un peu plus sexy. Et l'agroalimentaire a des métiers sexy aujourd'hui. Mais nous, on a besoin, et bien sûr, les industriels l'ont démontré dans ce reportage-là, aussi d'accompagner ces jeunes dans les différents métiers qu'il va y avoir demain, parce que on dit souvent que 85% des métiers dans les 15 ans, on ne les connaît pas aujourd'hui. Et si on ne passe pas un peu plus de temps avec les jeunes, on va louper ce fameux virage, par exemple de l'industrie du futur, entre autres, tout en gardant les fondamentaux. Donc le CEFIA est une vitrine, une vraie plateforme, en tout cas, pour préparer une nouvelle fois cette industrie agroalimentaire qui est le premier secteur industriel français quand même. Il faut le dire et le rappeler. 40 secondes chacun, quand vous parlez d'agroalimentaire, vous en dites quoi, Daniel Sauvager ? J'en dis que c'est ce qui nourrit les hommes, quoi. C'est une activité sensationnelle. Je profite de ces quelques secondes pour dire arrêtez de critiquer les agriculteurs, d'avoir un discours trop... Cet agribashing. Oui, agribashing, c'est insupportable, ou de sous-estimer les gens qui travaillent dans dans les activités agroalimentaires. Au contraire, c'est les plus belles personnes parce que c'est celles qui nous permettent de nous nourrir au quotidien. Un petit mot, Caroline Branchu. Je vais rejoindre ce qui a été dit. On fait un métier extraordinaire. On donne à manger. On a la chance, nous, en France, d'avoir une industrie de qualité, qui fait des produits de qualité, qui peut encore être valorisée et grandir. Je pense qu'on a tout à gagner à aller vers le haut. Et il faut que ça se sache. Ce sont des métiers qui sont dévalorisés, mais aujourd'hui, c'est technique, c'est de la tech. Il y a de quoi passionner les jeunes de demain, et il faut en parler. Un tout petit mot, Christian Guyader. D'abord, c'est ma vie, parce que j'ai su faire que ça de ma vie, donc l'agroalimentaire, c'est ma vie. Et deux, que pour moi, l'agroalimentaire, c'est la gastronomie. Et la gastronomie, il y a un monsieur qui s'appelle Bryas Savarin, qui l'a extrêmement bien défini comme étant la meilleure façon de nourrir les hommes. Et en cela, c'est un des plus beaux métiers du monde. Voilà, vous partagez évidemment Loïc Hénaf, ce qui vient d'être dit. Il y a de la noblesse derrière tout ça. Il y a de la noblesse et puis on confie, se faire nourrir par quelqu'un d'autre, c'est un petit peu confier sa vie. Et donc c'est faire confiance. 30 secondes, Arnaud Lécuyer, sur ce que vous avez retenu de cette heure d'échange, en 30 secondes. Un véritable enthousiasme, une fierté, surtout une fierté bretonne de travailler avec ces entreprises. Et pour le Conseil régional de Bretagne, c'est de vous accompagner, c'est d'accompagner toutes ces entreprises dans vos innovations. Alors, à travers des outils, BDI, Valorial, le pôle Act Food et tous les centres techniques, tout ce qui va graviter, faire en sorte qu'on crée l'écosystème breton, la force du réseau breton. Et puis sachez que la région Bretagne sera toujours à vos côtés pour construire l'agroalimentaire de demain, celle qui va assurer notre souveraineté alimentaire, qui va être aussi plus résiliente aux différentes crises, décarbonée, je crois qu'on l'a évoqué, et qui continuera de nourrir le monde. 30 secondes aussi, Sébastien Gillet. On avait démarré en disant que vraiment c'était la grande famille de l'agroalimentaire qui était là. Au regard de ce que vous avez entendu, le CEFIA sera l'année prochaine pour une 26e édition. Encore 25 ans j'espère, mais moi je vais retenir quelques mots. Passion,
Fierté, investissement, vos yeux qui brillent, moi, me donne les yeux qui brillent. Donc bravo à vous tous et bravo à l'agroalimentaire. Merci, je crois qu'on peut vraiment tous vous applaudir. Merci en tout cas pour la portée de vos propos. On était très heureux au cœur du CEFIA pour ce 25e anniversaire de vous proposer sur TBO, TB Sud, Télé Nantes et TVR cette édition spéciale avec vraiment de très belles personnalités qui portent cet agroalimentaire sur notre territoire. Merci à toutes et à tous.